Chers Thaï, chers amis, bienvenue pour cette session. Je vous rappelle le programme global. Donc on commencera par une méditation, une petite méditation. Ensuite nous aurons un partage avec Frère Bienveillance. Puis nous serons dispatchés dans des petites salles où nous serons une dizaine pour un partage du Dharma. On vous expliquera les modalités. Et puis une petite méditation encore, puis des chants si Marc veut bien nous faire chanter. Voilà. Bon, tout d'abord, on va vous présenter les gens qui vont intervenir. Donc la technique d'abord, s'il est Eric, si tu veux bien se... Oui, Oui, et bonjour à tous. Aude. Bonjour à tous. Et Aude qui doit être quelque part aussi. Je suis là. Bonjour à tous. Ensuite, nous aurons évidemment Frère Bienveillance qui sera interrogé par Zoé, je pense. Bonsoir. Nous avons juste... Zoé. Nous avons juste perdu Frère Bienveillance. Bonsoir les amis, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Super. Oui, on entend bien. Merci. Et puis les méditations qui seront offertes par Marie-Ange. Alors Marie-Ange a un gros souci de connexion, elle n'arrive pas à nous rejoindre, donc avec beaucoup de légèreté et de fluidité et à l'arrache, Corinne se propose de prendre son relais pour la première méditation d'arrivée. Donc c'est Corinne qui fera la méditation. Corinne, est-ce que tu es par là? Oui. Oui, je suis là. Super. Et puis à la facilitation, Marianne, que vous avez déjà entendue, qui fait aussi, qui invite la cloche et qui est la gardienne du temps. Et moi, Armelle. Voilà. Eh ben, je donne la parole, ma foi, à Corinne. Merci Armelle. Bonjour les amis, tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas encore. C'est un grand bonheur de vous voir comme ça en vignette. Donc je vais inviter 3 sons de cloche et je vais guider une courte méditation de 10 minutes, hein, c'est ça? Si j'ai bien compris? Oui. Et puis ensuite, on pourra poursuivre cette soirée. Cette méditation, c'est vraiment une invitation à retourner à nous-mêmes et à nous détendre, à relâcher, à nous recentrer, pour pouvoir être pleinement présent et lâcher ce qui s'est passé dans la journée et être vraiment ensemble maintenant et ici pendant ce temps de rencontre. Donc j'invite 3 sons de cloche. J'inspire et je sais que j'inspire et je m'en réjouis. J'expire et je sais que j'expire et je m'en réjouis. Inspire, expire, je me réjouis. J'inspire
Et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Inspire, expire. J'inspire et je suis tout le parcours de ma respiration, de mes narines jusqu'à mes poumons, et je sens l'air qui remplit toutes mes alvéoles. J'expire et je souris. Parcours de ma respiration, sourire. J'inspire et je sens la fraîcheur en moi. J'expire et je me sens comme une fleur. Inspire, fraîcheur. Expire, fleur.
J'inspire et je rentre en contact profond avec la solidité en moi. J'expire et je me sens comme une montagne. Inspire, solide. Expire, montagne. J'inspire et je sens que le calme s'installe tranquillement en moi. J'expire et je me sens comme un lac très limpide qui reflète la réalité telle qu'elle est. Inspire, calme, expire, reflet de la réalité telle qu'elle est. Merci Corinne. Donc je donne la parole à Frère Bienveillance qui sera interrogé par Zoé. Juste avant, excusez-moi, j'interviens avec mes aspects techniques. Juste avant, j'aurais voulu vérifier auprès de Lise, de Marie, de Dominique et de Patrick. Je leur ai envoyé des messages en privé pour faciliter les partages tout à l'heure, s'ils pouvaient me répondre. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Zoé, et j'interviens à la cloche. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, frère Bienveillance. Merci d'être là.
à toi et puis à tous les participants. Je crois qu'on a à peu près 45 minutes pour le partage, c'est ça, hein? Ouais. Ça nous donne jusqu'à 18h. Est-ce que ton micro marche bien, frère? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien? Ouais. Oui, on Est-ce t'entend que très bien. super. Et moi, vous m'entendez bien aussi? Vous Voilà. m'entendez? Ouais? Ouais, c'est bon. Ok, super. Du coup, pour ce soir, on avait envie de faire un format un peu différent d'habitude et de faire plutôt une sorte d'échange, de questions-réponses avec toi. Et donc, on a collecté des questions un peu de gens dans la communauté des gardiens et des gardiennes de la Terre. Donc, je vais faire au mieux pour voilà, poser les questions le plus proche de ce qui m'a été proposé. Et donc pour commencer, les questions, elles sont relatives à la mise en pratique en fait de la pratique du village des pruniers dans l'action. Parce que dans la communauté des gardiens, des gardiennes de la terre, on est beaucoup à être très conscient des enjeux environnementaux et climatiques actuels. Que ce soit la disparition des espèces ou les effondrements en cours et à venir, le réchauffement climatique et possiblement la disparition de l'humanité. Et on a la conscience que les éco-gestes aujourd'hui ne suffisent plus et qu'il faut passer à des changements radicaux et massifs. Et donc en tant que pratiquant dans cette tradition du bouddhisme engagé, la première question, ça serait comment mettre en œuvre collectivement et concrètement le bouddhisme engagé face aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Chère Thaï, chère communauté bien-aimée, chers amis, gardiens, gardiennes de la Terre, merci d'être là. Merci à toute l'équipe qui gère les sessions à tous les niveaux, qui prépare à l'avance. Merci Zoé pour la préparation des questions. Merci Corinne aussi pour cette belle méditation d'introduction. Donc Sœur Luc Nim, frère Duc Din et moi, nous sommes très heureux d'être là avec vous cet après-midi. Juste pour vous situer le contexte, avant de répondre à la question, nous sommes en plein dans notre retraite monastique. Nous sommes à peu près aux 2/3 de la retraite monastique, donc ça veut dire qu'une fois par an, nous avons nos sœurs qui viennent habiter au hameau du Haut et qui occupent toutes les chambres disponibles, sauf celles des frères, évidemment. Et nous passons voilà, un certain nombre de jours ensemble à pratiquer. Et ce qui est formidable dans cette retraite, c'est que, comme dans toutes les retraites monastiques, c'est qu'on a à la fois la profondeur et la légèreté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché dès la première fois que je suis arrivé au village des Pruniers. Donc, je vais essayer d'être porteur de cette qualité du village, profondeur et légèreté en même temps. La première chose que j'avais envie de vous proposer, en fait, puisque nous sommes tous des pratiquants du bouddhisme engagé, c'est de faire un peu le même exercice que je fais depuis quelques semaines, très concrètement. J'ai entré toutes ces questions dans mon cœur, en fait, puisque je les ai vues un peu à l'avance. Et j'ai regardé aussi quelles sont les questions qui sont présentes dans mon cœur concernant toute cette période très, très, très critique, très difficile dans laquelle nous sommes, en particulier d'un point de vue disparition des espèces et crise climatique. Et donc, il y a un certain nombre de questions qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire cet exercice je dirais de les méditer pendant peut-être 21 jours. Je disais tout à l'heure à Sœur Luc Nim de les poser sur votre table de nuit le soir dans l'Irune, de vous endormir avec et de voir qu'est-ce que ça fait quand vous vous réveillez le matin. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé pour moi, c'est assez impressionnant en fait, parce que tous les matins quand je me suis levé, comme d'habitude vers 5h, 5h15, j'ai vu combien ma mécanique intérieure de compréhension et d'articulation de l'enseignement du bouddhisme et en particulier de celui de Thaï, c'est clair en fait. Donc ça vaut vraiment le coup d'investiguer en fait chacun pour soi
et de sentir qu'est-ce qui répond à l'intérieur. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est Frères Bienveillance qui partagent et avec grand bonheur, mais vraiment, je vous invite à rester connecté à ce qui est là pour vous, en fait, à sentir ce qui est vraiment juste. Alors quand j'ai contemplé cette question du bouddhisme engagé, en fait, la première chose qui m'est venue, c'est quel est mon engagement finalement depuis un peu plus de 25 ans que je pratique. Eh bien, mon engagement premier, c'est la pratique, en fait. Je me suis engagé il y a un peu plus de 25 ans à pratiquer. Pratiquer, ça veut dire faire en sorte d'éveiller ma conscience petit à petit à ce qui se passe à l'intérieur de moi et à ce que je perçois de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et ça, c'est un engagement extrêmement puissant parce que ça veut dire que je vais véritablement centrer mon énergie sur une énergie de pratique. Je vous donne quelques exemples. J'ai réfléchi aussi dans cette contemplation est venue à la question suivante. Nous sommes les gardiens et les gardiennes de la Terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, concrètement, en termes de pratique, d'être gardien et gardienne de la Terre? Est-ce que vraiment la Terre a besoin de nous en tant que gardiens? Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ce qui nous est proposé, c'est d'être principalement les gardiens de nos sens, de nos 6 sens, incluant le mental. Et ça veut dire très concrètement que, par exemple, si je vois que mes pensées ont tendance à m'entraîner très régulièrement vers le passé ou à me créer des angoisses vis-à-vis du futur, je vais mettre en route la pratique de la pleine conscience. Je vais essayer de me rendre compte très rapidement qu'en fait, mon esprit est en train d'alimenter une histoire qui est soit liée à mon histoire passée, soit liée à mon futur. Et en fait, il n'y a pas de réalité là-dedans. Il n'y a que mon esprit qui est en train de créer quelque chose. Et donc, la pratique, c'est cette exigence-là. C'est d'avoir cette forme de vigilance permanente qui fait que quand je vois que je commence à me laisser absorber par une appréhension du futur, je vais revenir dans mon espace et je vais à nouveau m'établir dans le moment présent. Et quand on est face à une période comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment une discipline nécessaire. Parce que très vite, on peut se trouver emporté et générer des énergies extrêmement lourdes, extrêmement angoissantes. Je prends un autre exemple. Un des sens qu'on utilise, c'est celui de la parole, par exemple. Est-ce que nous rendons compte qu'il y a beaucoup de moments où nous parlons peut-être simplement pour remplir l'espace parce qu'il y a une appréhension du silence? Donc, est-ce que dans ma discipline de pratique, j'apprends à apprivoiser le silence? Et ce qui est très relié aux 6 sens et aux gardiens de la Terre, ce sont les 5 entraînements à la pleine conscience, en fait, qui peuvent nous servir de guide. Donc, à chaque fois que je sens que j'ai besoin à nouveau de vérifier où j'en suis intérieurement dans cette pratique, d'être un bon gardien pour moi-même, je peux revenir aux différents entraînements. Il y a un texte de taille que j'ai trouvé, un petit extrait que je vais nous lire, en fait, qui nous permet de sentir, en fait, dans quelle trajectoire nous sommes quand nous parlons de bouddhisme engagé. Donc, je vous lis le petit texte que j'ai trouvé vraiment inspirant. Le Bouddha a enseigné que tous les phénomènes sont impermanents. Il y a la naissance, puis la mort. Notre civilisation est aussi comme ça. Dans l'histoire de la Terre, de nombreuses civilisations ont pris fin. Si notre civilisation moderne est détruite, elle suit également la loi de l'impermanence. Si notre race humaine continue à vivre dans l'ignorance et dans le puits sans fond de la cupidité, comme c'est le cas actuellement, alors la destruction de cette civilisation n'est pas très loin. Nous devons accepter cette vérité, tout comme nous acceptons notre propre mort. Une fois que nous pourrons l'accepter, nous ne réagirons plus par la colère, le déni et le désespoir. Nous aurons la paix. Une fois que nous aurons la paix,
nous saurons comment vivre pour que la Terre ait un avenir, pour que nous puissions nous réunir dans un esprit de fraternité et appliquer la technologie moderne qui est à notre disposition afin de sauver notre chère planète verte. Sinon, nous mourrons d'angoisse mentale avant que notre civilisation ne s'éteigne réellement. Il y a une puissance dans ce texte qui est assez radicale, en fait, qui est dans la radicalité de l'acceptation de ce qui est. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience ne rejette rien. Je vais vraiment accepter ce qui se manifeste en moi, quelle que soit cette chose, et je vais apprendre à accueillir, embrasser, aimer toutes ces parties de moi. Et aussi à les laisser circuler, à lâcher prise. Donc il y a la pratique. Et la deuxième chose qui est très importante et qui est aussi dans ce petit texte de taille, c'est la communauté de pratique. Donc le bouddhisme engagé, pour revenir à ta question, Zoé, c'est aussi un bouddhisme collectif. Ce n'est pas seulement une pratique individuelle. C'est comment je m'engage dans des collectifs d'humains divers et variés, que ce soit des collectifs de pratiquants ou que ce soit des collectifs d'activistes ou des collectifs de quartier, d'associations dans le domaine social, dans le domaine humanitaire, quel que soit le collectif. Le deuxième pilier du bouddhisme engagé, c'est l'être ensemble. On agit ensemble. D'abord parce qu'on est plus fort, mais aussi, surtout, parce que c'est très difficile de pratiquer en communauté. C'est très difficile de vivre dans une communauté telle que, par exemple, la communauté du village des Pruniers. Ça n'a pas l'air comme ça, mais être un moine ou une moniale au village des Pruniers, c'est vraiment extrêmement confrontant. Et très, très régulièrement, nous sommes mis à l'épreuve. Je peux vous donner un exemple. C'est là que je dis que c'est un choix radical, parce que quand il y a un peu plus de 5 ans, j'ai fait ce choix de quitter la vie dans laquelle j'étais pour devenir monastique, je n'avais pas conscience que ça pouvait être aussi difficile. Et Zoé, qui est en train de créer une communauté pas très loin d'ici, pourrait certainement dire la même chose. Et tous ceux qui, autour du village et ailleurs, créent des communautés, le vivent. Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'on accepte de sortir aussi d'une certaine zone de confort, si on peut le faire, pour aller se confronter. Et ça peut être tout simplement en participant à une sangha locale du village des Pruniers, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Parce que ce frère ou cette sœur qui vient dans la sangha ou qui vit dans la communauté monastique, avec lequel ou laquelle j'ai des difficultés, quand je le vois ou quand je la vois, je sens que j'ai des émotions, j'ai des réactions intérieures, c'est mon miroir de pratique. C'est la chance pour moi de pratiquer le bouddhisme engagé, d'être dans l'amour. Et la dernière chose, avant de redonner la parole à Zoé, c'est le troisième élément finalement, pilier du bouddhisme, puisque ce sont les 3 joyaux, c'est l'éveil. C'est celui qui m'a été le plus long à découvrir et à sentir de l'intérieur, en fait. Souvent, je me disais, oui, bon, ok, j'ai la nature de Bouddha en moi, j'ai la nature d'éveil, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça pourrait être un bouddhisme engagé? Et là, on touche à la dimension ultime, à la dimension essentielle, c'est-à-dire à la libération de tous ces moments où je crois être moi, où je m'identifie à qui je suis, entre guillemets, à cette manifestation, et où je suis finalement complètement enfermé dans ce petit espace qui semble être une personne. L'année dernière, pendant le premier confinement, pour vous témoigner un peu de mon expérience de ça, je me suis rendu compte, après la première semaine, j'étais très angoissé en fait. J'ai touché beaucoup la mort, j'ai touché beaucoup la maladie, j'entendais que les gens mouraient à l'hôpital tout seuls. J'ai mes 2 filles qui vivent très loin d'ici, donc j'avais une sorte d'angoisse qui est montée à ce moment-là.
Et cette angoisse m'a permis d'aller plus loin dans l'expérience intérieure. Et là, j'ai été voir dans cette dimension du Bouddha, dans cette dimension intérieure de l'éveil. Et ce dont je me suis rendu compte qui m'a vraiment, qui m'a choqué, je dirais d'une certaine manière, c'est qu'en fait, je ne croyais pas à la possibilité de m'éveiller. Je me disais, oui, taille, bien sûr, les grands êtres, les grands maîtres, les grands sages, mais moi, petit bonhomme sur Terre, qui suis-je pour pouvoir même penser que je peux me libérer en fait de mes désirs, de mes attachements, de mes perceptions erronées. J'ai senti que j'avais énormément de limitations et comme une profonde croyance que ce n'était pas pour moi. Et ça m'a permis d'ouvrir une porte, une porte nouvelle. Et ça, c'est aussi une dimension du bouddhisme engagé. La pratique, la communauté bien vivante, bien active et l'esprit d'éveil. Je commence à répondre des réponses très longues à des questions courtes. On est mal parti, Zoé, là, pour les 45 minutes. Donc, il faut que tu m'arrêtes si tu vois que ça va trop loin. D'accord. Merci, merci Frère Bienveillance pour ta belle réponse. Est-ce que Marianne, tu peux nous faire un petit son de cloche avant de passer à la prochaine question? Est-ce que Ton son Marianne... n'était pas allumé, Marianne. Merci. Je l'avais enlevé et quelqu'un me l'a recoupé. On est trop à la technique. Je vous en refais un pour la peine. Merci. Je crois que Frère Bienveillance, tu as déjà répondu à peu près toutes les questions. Bon, bah maintenant, c'est moi qui vais te poser des questions, alors, puisque j'ai répondu Non, à toutes non, les non, questions. non. Non, ouais, d'accord. La deuxième question que j'avais, qui est toujours en lien avec le bouddhisme engagé dont tu nous as parlé et lu ce très beau texte de Thaï, c'est encore une fois en lien avec l'action et avec un peu les racines du bouddhisme engagé qui a été, tu pourras peut-être me compléter, mais initié par Thaï et Sor Tchang Kong pendant la guerre du Vietnam, où étant sous les bombes, ils ont décidé de sortir du monastère pour aller vraiment aider les populations et prêter main forte et pour reconstruire les villages et aider les gens qui souffraient de la guerre. Et aujourd'hui, on pourrait faire une sorte de parallèle en fait avec la situation climatique actuelle, même si on n'a pas de bombes, mais il y a quand même une urgence à agir et des enjeux très forts. Et la question, c'est pourquoi est-ce que le village des Pruniers ne sort pas en fait du monastère pour aller agir concrètement. Tu parlais tout à l'heure de s'engager dans des associations, des collectifs, voilà, pour aller agir concrètement et soutenir les gens qui agissent pour essayer de faire face en fait à ces enjeux sociétaux qui sont en train de se passer sous nos yeux. Merci Zoé pour cette question. Alors celle-là, c'est la question la plus difficile pour moi. Donc j'étais content que tu la poses. J'ai même failli te dire à un moment donné, bon, on ne pourrait pas l'enlever celle-là parce qu'elle me perturbe. Non pas que je ne veux pas y répondre, mais parce qu'elle est à l'image d'un conflit intérieur, en fait. Je ne suis pas du tout à l'aise, en fait, avec la position du village aujourd'hui, sous certains aspects.
Je ne m'en cache pas, je ne suis pas le seul. Hein, je vis une certaine frustration, on va dire, que le village soit encore fermé et qu'effectivement, on n'ouvre pas grand les portes pour aller embrasser le monde, comme tu dis, et peut-être continuer à aller faire des retraites partout où il y a des besoins. En commençant par nos voisins et nos voisines. Donc, c'est une question qui est très chère à mon cœur et qui n'est pas facile. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de répondre en deux angles. Le premier, c'est l'angle de l'acceptation. Il se trouve que très concrètement dans la communauté, en tout cas c'est ma perception, il y a un certain nombre de nos frères et sœurs monastiques qui ont beaucoup d'appréhension par rapport au virus et qui sont dans la peur, on pourrait dire d'une certaine manière. La peur d'être contaminé, la peur de tomber malade, peut-être la peur de mourir. Ce que je peux comprendre, par exemple, si je me mets dans la peau d'une de mes sœurs vietnamiennes ou d'un de mes frères qui est loin de son pays, loin de sa culture, loin de sa médecine habituelle, qui ne parle pas la langue, il y a une forme d'insécurité qui serait là chez moi aussi. Je ne serais pas forcément très tranquille. Et de toute façon, quoi que je fasse, je peux me mettre en colère, je peux être irrité. Je suis passé par là il n'y a pas longtemps. J'ai eu une phase un peu d'irritation assez aiguë. De toute façon, c'est la réalité dans laquelle je vis. Il y a une partie de la communauté que j'aime, avec qui j'ai choisi de vivre, qui pour l'instant est dans cette difficulté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer dans votre vie à vous. Une partie des membres de votre famille, une partie des membres de vos collègues de travail, une partie des amis que vous avez, vous pouvez sentir que nous ne sommes pas tous avec la même approche, que certains sont très angoissés par rapport à cette maladie, d'autres pas. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Mais je ne peux pas imposer cela à mes frères et sœurs qui, eux, sont dans cette difficulté. Donc, la première clé, en fait, et celle qui m'a aidé à faire un pivotement intérieur, c'est l'amour, en fait. C'est de me dire, OK, j'accepte la communauté telle qu'elle est, je l'aime telle qu'elle est, et je ne pars pas pour cette raison-là. Je ne dis pas, OK, je quitte parce que vous n'êtes pas comme je pense qu'on devrait être. Et de ce point de vue-là, je pratique un bouddhisme engagé, on va dire, d'une certaine manière. Donc, j'accepte que nous sommes aussi dans une période de transition dans notre communauté. C'est-à-dire que Thaï n'est plus là. Sœur Chang Kong est au Vietnam auprès de Thaï. Et aujourd'hui, nous avons une communauté de frères et sœurs aînés qui est encore jeune et qui cherche ses marques. Et nous, avec, nous sommes quand même encore en France à peu près 150 à 180 monastiques. Donc, voilà, nous sommes dans une période d'ajustement, une période de recherche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai contemplé par rapport à cette question, c'est que, en fait, nous mettons à profit cette période pour faire beaucoup de choses qu'on n'avait pas faites auparavant. Et donc, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire étant contraint d'une certaine manière à rester dans un espace confiné. Nous sommes des confinés volontaires depuis plus d'1 an, presque. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons des activités en ligne. Nous avons fait, il y a 3 semaines, un certain nombre d'entre vous étaient là, une retraite activiste en ligne. Il y avait 800 pratiquants et c'était une retraite absolument extraordinaire. Et dans la famille dans laquelle nous étions, Corinne était avec moi dans cette famille et d'autres. Par exemple, je me souviens de cette jeune femme qui vit au Burkina Faso, au milieu des bombes, au milieu de la guerre, et qui, parce que c'est une retraite en ligne, pouvait être avec nous. Et elle est arrivée avec le visage, mais vraiment complètement décomposé au début de la retraite, et elle a fini avec un sourire extraordinaire. Donc, ça nourrit mon cœur et ça calme un peu ma frustration, parce que je vois qu'effectivement, je suis porteur de ce que Thaï nous a transmis à travers les retraites en ligne. Et il faut savoir que Thaï avait ce rêve en lui depuis peut-être une quinzaine d'années. Donc, un moment où les frères et les sœurs se disaient, mais c'est irréalisable. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Donc, ça veut dire qu'on a fait un pas en avant qui est très important et que les conditions actuelles, ce monastère fermé nous a permis de faire. Et le deuxième aspect, pour terminer sur cette question, que je vois aussi, c'est que depuis plusieurs mois,
En tout cas, je peux parler pour les frères. Nous sommes en train de revisiter en profondeur aussi notre mode de fonctionnement. Nous questionnons notre culture monastique, nous questionnons notre système hiérarchique, nous questionnons la manière dont sont organisées les transmissions. Nous questionnons vraiment profondément, non seulement individuellement, mais collectivement aussi, qui nous sommes et comment nous avons envie d'évoluer ensemble. Et ça, c'est possible parce qu'on n'a pas d'activité avec des retraitants à la maison. Donc peut-être ça vous fait écho aussi d'un certain nombre de choses qui se sont passées chez vous, où vous avez vous aussi revisité un certain nombre de ce qui semblait être vos fondamentaux, mais qui sont un peu ébranlés. Et c'est le cas. Je dirais qu'aujourd'hui, on accepte dans la communauté monastique des frères, en tout cas, on accepte d'être un peu ébranlé, en fait. Et on secoue un peu l'arbre à Village des Pruniers dans la culture monastique et on regarde qu'est-ce qui se passe. Parce que, par exemple, chez les frères, nous avons aujourd'hui plusieurs générations de frères qui sont rentrés les 6-7 dernières années, qui sont pratiquement donc encore novices ou jeunes bhikshus, qui sont tous, pratiquement tous, non vietnamiens. Donc, vous imaginez pour une tradition qui vient du Vietnam, bien sûr renouvelée par taille, mais quand même porteuse d'un certain mode de vie, d'une certaine culture, c'est aujourd'hui 40-45 monastiques qui sont non vietnamiens et qui amènent aussi leur énergie. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de bercer en ce moment et qu'on est en train d'accepter, de secouer. Et ça, c'est la mise à profit de la situation d'aujourd'hui. Donc voilà comment je peux répondre à la question. J'espère que ça vous donne des éléments et que ça peut apaiser un peu votre ressentiment s'il y en a ou vos frustrations comme les miennes. Merci, cher frère. Je vous invite à un petit son de cloche. Merci, frère Bienveillance. Le thème de la session d'aujourd'hui, c'était marcher en paix partout sur terre, s'asseoir en liberté en ce lieu sacré, qui sont les deux versets parallèles du Village des Pruniers pour cette année du buffle de métal, si je ne me trompe pas. Est-ce que comment en fait, est-ce que donc tu nous as déjà un peu partagé ça dans ta réponse tout à l'heure, comment est-ce que la pratique de méditation elle peut nous aider justement à marcher en paix partout sur terre et à nous asseoir en liberté en ce lieu sacré, face à tout ce qu'on voit, face à tous les processus d'effondrement qu'on peut ressentir et qui sont déjà profondément engagés. Est-ce que tu peux voilà, nous aider, nous apporter des visions profondes? Merci Zoé. Alors, quand on a commencé la retraite monastique, je sentais que vous étiez tellement présent dans mon cœur et que cette session d'aujourd'hui m'habitait vraiment beaucoup. Du coup, je me suis adressé à Thaï, en fait. J'ai dit à Thaï, bon, est-ce que tu pourrais m'aider à avoir un peu de clarté et que je puisse transmettre à nos amis quelque chose qui ait du sens, en fait, et qui soit vraiment applicable? Parce que ce qui est extraordinaire avec Thaï, c'est toujours cette possibilité d'appliquer dans sa vie quotidienne. Et il y a 3 jours ou 4 jours, nous avons gardé ensemble un enseignement de Thaï qui était adressé aux monastiques. Et Thaï commence par une petite histoire. Et je vais vous raconter la petite histoire, parce que franchement, quand j'ai entendu l'histoire, j'ai eu un sourire, je me suis dit, mais merci Thaï, vraiment, c'est extraordinaire. Donc Thaï commence, il nous dit, voilà, c'est l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Tout le monde, plus ou moins, connaît le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et Thaï dit, à un moment dans le livre, le Petit Prince se rend compte qu'il n'a plus que 52 minutes à vivre.
Et donc, Tai nous demande, il dit, si vous n'aviez plus que 52 minutes à vivre, qu'est-ce que vous faites de ces 52 minutes? Ça, c'est le début de l'enseignement de Tai. Donc, on est tous là, on se fait 52 minutes, oui, qu'est-ce que je fais en 52 minutes? Moi, la première chose qui m'est venue, je me suis dit, j'écris une lettre d'amour à tous les gens avec qui je suis relié pour leur dire que je les aime avant de partir. Mais ce que Tai nous a proposé et qui est dans l'histoire du Petit Prince, c'est que le Petit Prince se dit, eh bien, s'il me reste 52 minutes, je vais me mettre en marche pour aller rejoindre le puits parfumé. Alors, Tai a traduit ça en puits parfumé. Je ne sais pas si dans le livre, le Petit Prince parle d'un puits parfumé, mais il parle d'un puits, j'ai regardé hier un peu. Et donc, le Petit Prince se dit, je vais en fait aller vers le puits parce que je voudrais, encore une fois, boire à la source cette eau rafraîchissante, cette eau qui va m'apaiser, en fait, qui va me connecter à la vie. Et il faut savoir que, ça, Tai ne le dit pas dans l'enseignement l'autre jour, mais il faut savoir que Tai raconte souvent cette histoire où lui-même est allé chercher l'ermite dans la montagne et où il finit par trouver une source et il s'endort au bord de la source en ayant bu à cette source. Donc, il y a cette idée que, OK, s'il me reste 52 minutes à vivre, je connais ma destination. Ce que je souhaite, c'est pouvoir m'abreuver à la source à nouveau, à la source de la vie. Peut-être on pourrait dire à la conscience universelle, à la dimension ultime. Le puits et la source peuvent représenter cette dimension-là. Et je connais la direction pour y aller. Donc, je sais quelle est mon aspiration, je sais quel est le chemin qui peut me permettre de retourner à la source, à cette forme de libération, à cette forme d'éveil, pour revenir à ce que je disais au tout début. Et le troisième élément dans son enseignement, c'était, eh bien, je vais commencer par un premier pas. Et ce premier pas est la chose la plus importante. Parce que dès le premier pas, je suis déjà en train de goûter à la source. Je suis déjà en train de déguster cette eau rafraîchissante dès maintenant. Donc, je connais ma destination, je connais le chemin, mais je mets toute mon énergie dans mon premier pas. Et c'est à cet endroit-là, et uniquement à cet endroit-là, que je peux goûter à la paix. Et si la paix n'est pas là dans mon premier pas, qu'est-ce que je fais? Si vous observez bien ce qui se passe dans le mental, il y a une tendance à se juger qui arrive tout de suite. Ah, je ne suis pas en paix. Ah oui. Ou je ne sais pas comment atteindre la paix. Et la paix vient à partir du moment où je me dis, OK, j'ai vu cette pensée. J'ai vu cette émotion. Et là, si vous faites l'expérience, vous allez voir que dès qu'elle est vue, dès qu'elle est perçue, elle se relâche. Et là, apparaît la paix. Mais si je ne me rends pas compte que j'ai un jugement qui arrive et qui commence à me dire « Ah mais oui, mais je ne suis pas un bon pratiquant » ou « Je ne fais pas assez souvent la marche méditative » ou « Je suis très dispersé » ou ceci ou cela, ben en fait, ça y est, je m'éloigne au fur et à mesure encore et encore de la paix. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du Petit Prince, c'est qu'il a que 52 minutes à vivre. Et pourtant, il va mettre toute son énergie, toute sa détermination dans son premier pas, dans son deuxième pas. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'être toujours établi dans le moment présent. C'est bon pour cette réponse, mon frère? Je fais en même temps mon rôle du maître du temps et on a le temps pour une dernière question, si vous êtes OK tous les deux. Je fais un petit son de cloche avant.
Il me reste plein de questions. Du coup, je vais en choisir une. C'est une question que j'ai empruntée à Philippe. Philippe, si tu es là, j'espère que tu ne m'en voudras pas. C'est par rapport aux effondrements, au chaos, on pourrait dire, actuel et aux perspectives d'avenir. À titre personnel, en tant que pratiquant de longue date de la méditation et frère du village des Pruniers, selon toi, comment est-ce que tu vois l'avenir pour... je vois que Philippe me pardonne, merci Philippe. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour notre grande famille humaine et selon toi, quels sont les défis fondamentaux que nous devons individuellement et collectivement relever pour espérer vivre de manière harmonieuse et paisible sur cette terre? Tu as 5 minutes, mon frère. Tiens, j'ai un deuxième maître du temps, dis donc. Bonjour, rebonjour sur le coup. Ok, j'ai 5 minutes. Bon, alors on y va. On perd pas de temps, T'autorises à pas de temps. dépasser. Il faut y aller 5 minutes. Tu peux dépasser de 5. wow. Ok, on y va. Alors, donc je prends mon temps, je fais mon premier pas, comme dirait Taï et le Petit Prince. D'abord, merci Philippe. Philippe, c'est un réalisateur d'un documentaire qui va venir au Prunier bientôt et qui va nous partager un peu de son expérience et qui va faire découvrir à beaucoup de gens la pratique du village. Donc, comme quoi, nous sommes quand même encore un peu ouverts. Et ça se réouvre petit à petit. Alors, par rapport à cette question, en fait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le premier élément extrêmement important et radical sur lequel on doit revenir en permanence, c'est que l'avenir n'existe que dans le moment présent. Tout le reste, ce ne sont que des anticipations, des histoires que je crée, que je recrée, que je raconte, parce que j'ai entendu dire des choses, parce que je crois avoir compris des choses, parce que j'ai une certaine perception des choses. Non pas qu'il n'y a pas une certaine réalité, bien sûr, donc on n'est pas dans le déni, mais on fait attention, parce que nous savons que l'avenir se détermine uniquement dans le moment présent. Il y a une phrase que j'ai découverte l'autre jour, je ne sais pas si elle est de taille, mais en tout cas, pour moi, elle est fondamentale. Et je vous la livre telle que je l'ai entendue et comme elle m'a percuté. Il n'y a pas de plus grand bonheur que maintenant. Et regardez bien l'effet que ça produit dans le mental. Dans mon mental, il y a toujours une partie de moi qui pense qu'il y a quelque chose de mieux, de plus grand, de plus fort qui m'attend dans le futur. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui que je peux vivre maintenant. Le reste n'existe pas. Donc à chaque fois, c'est revenir à cet élément fondamental qui est où suis-je? Où suis-je? Est-ce que je suis là en train de vivre ce moment? Taï a écrit un livre, un des derniers qui est sorti, ça s'appelle « Et maintenant je vois ». Si vous avez l'occasion de plonger dans ce livre, c'est un livre magnifique, d'une poésie absolument incroyable, dans lequel il nous partage la puissance de ce qu'est l'établissement dans le maintenant. Et à partir de cet établissement dans le maintenant, un certain nombre d'actions vont émerger. Elles vont émerger de mon cœur. Elles vont émerger spontanément. Elles ne vont pas émerger d'une construction mentale. Je vais sentir que j'ai envie d'aller voir ma grand-mère et passer du temps avec elle, ou que je vais l'appeler parce que peut-être je ne peux pas aller la voir, ou je vais sentir que mon frère qui est dans la chambre à côté aurait besoin que j'aille prendre le thé avec lui et passer quelques temps à l'écouter. C'est comme un mouvement spontané, parce que je suis vraiment en connexion avec le vivant. Et tu posais la question, juste peut-être pour éclairer aussi un peu, de qu'est-ce qui fait qu'on est souvent décentré en fait de ça? Qu'est-ce qui est à la racine finalement de nos difficultés? Ce qui est très souvent enseigné par Taï et par le Bouddha, ce sont 3 éléments. Le premier, c'est l'avidité.
l'avidité, la cupidité. C'est-à-dire que nous vivons comme des êtres en manque de quelque chose. On n'a pas cette complétude, on ne touche pas la complétude. On a l'impression d'être toujours comme effectivement séparés. Nous ne sommes pas connectés aux autres, pas connectés à nous-mêmes, pas connectés aux vivants. Et donc, ça produit une forme d'avidité qui fait qu'on va aller chercher à attraper à l'extérieur quelque chose pour remplir. Et si vous regardez bien, c'est un mouvement que nous faisons très souvent, très, très souvent. Le deuxième élément qui est l'opposé de celui-là, c'est le mouvement de rejet. C'est ce qui génère la haine, c'est-à-dire cette chose me dérange, elle m'est inconfortable, elle me met dans une position intérieure qui ne m'est pas agréable. Et souvent, nous n'aimons pas les sensations désagréables. Donc, ce qui me semble désagréable, ce que je n'aime pas, je rejette. Je n'aime pas cette nourriture, je n'aime pas cette forme de pensée, je n'aime pas cette manière de s'habiller, je n'aime pas cette manière de me regarder. J'ai contemplé ça ces derniers temps, j'ai vu à quel point je fais souvent ce geste de rejet, de repousser de moi, en fait, parce que je suis dérangé. Et le dernier élément, c'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas avoir conscience, en fait, que nous ne sommes à 100%, nous ne sommes faits que d'éléments non nous. Pour ceux qui ont vu Thaï enseigner et qui prenaient une fleur et qui disaient « cette fleur n'est faite que d'éléments non-fleurs ». J'ai entendu Thaï dire ça de nombreuses fois. À chaque fois, je me disais « enfin, quand même, Thaï, il y a bien un peu de fleurs là-dedans ». Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a que des éléments non-fleurs. Donc, dans Zoé, il n'y a que des éléments non-Zoé. Dans Frère Bienveillance, il n'y a que des éléments non-Zoé. Donc, vous voyez la radicalité de ce genre de déclaration, d'arriver à toucher l'ignorance qui est la nôtre, de penser que je pense qu'il y a un élément Frère Bienveillance là. Je ne l'ai pas encore décroché. Et ça, c'est à la racine. Et donc, ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va libérer comme ça. Je ne crois pas. En tout cas, peut-être certains peuvent le faire. Et c'est ce que je nous souhaite. Et pour ça, il y a un mouvement que Thaï nous proposait de faire très régulièrement dans les enseignements. Et j'en ai fait un petit dessin pour notre conclusion. Attention, voilà le dessin. Ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Qu'est-ce que Thaï nous dit là? Il nous dit « rentrez à la maison ». « The way out is in ». Ça veut dire que la sortie est à l'intérieur. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut en permanence revenir dans ce mouvement qui ramène à l'intérieur. Et le thème de la retraite monastique, pour finir là-dessus, c'est « reviens à la maison et reçois ton héritage ». Reviens à la maison et reçois ton héritage. Donc, nous sommes invités en permanence à faire ce mouvement qui va nous ramener à l'intérieur, qui va nous amener à toucher peut-être les blessures de notre enfant intérieur, qui va nous amener à prendre conscience à quel point nous sommes absorbés par nos préoccupations et très peu disponibles pour nos proches ou pour nous-mêmes, etc., etc. Et tout ça dans l'amour, sans jugement, sans violence, dans l'acceptation la plus complète, dans l'amour inconditionnel. Voilà le programme qui nous est proposé. Et c'est un programme, pour moi, qui est extrêmement réjouissant, parce qu'ici, il y a un espace de découverte qui est infini et qui nous relie les uns les autres. À cet endroit-là opère la compréhension et l'amour, et la compassion va émerger. Et ça marche à chaque fois. Compassion pour soi-même et compassion pour les autres. Voilà, chers amis. J'espère que je suis resté à peu près dans les clous en termes de timing. Merci beaucoup. Je sais que nous allons avoir il y a un écho. Je sais pas ce qui... Ok. Je sais que nous allons avoir un temps de partage et donc voilà, je nous invite vraiment tous aussi à explorer ça avec notre cœur et
à profiter de l'énergie de la Sangha, des gardiens de la Terre, pour aussi vous-même faire émerger ce qui se présente. Donc merci, un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour votre amour, votre soutien, et c'est une grande joie d'avoir passé ce temps avec vous. Merci Zoé pour les questions. Merci frère Bienveillance. Un petit son de cloche pour le plaisir, avant de passer au partage. Donc, merci. Avant de nous partager en salle, je vais rappeler brièvement les règles du partage. Donc le partage du Dharma, c'est une occasion de pratiquer l'écoute profonde et la parole aimante. Il s'agit pour nous de parler avec le cœur, de parler de notre expérience, de ne pas partir dans les grandes théories, d'être vraiment dans notre vécu, dans notre pratique. Voilà, c'est en aucun cas une discussion. Chaque facilitateur dans chaque groupe pourra dire tout ce que j'ai oublié, parce que j'en oublie. Enfin, je n'ai dit que l'essentiel, je pense. Au point de vue très technique, au village, quand on veut prendre la parole, on joint les mains. De même, quand on a fini de parler, comme ça nous laisse un temps vraiment pour nous, pour partager. Ici, il serait bon de employer en plus de l'oral, enfin de dire son prénom par exemple, d'ouvrir le micro, de dire son prénom. Et même chose quand on termine, de dire j'ai fini. Voilà, pour être sûr d'avoir ce temps de parole. Marianne, j'ai oublié plein de choses. Est-ce que tu peux faire le complément? Et puis après, on sera dispatché par les... Je pense que l'essentiel est dit et effectivement, chaque facilitateur complétera en vérifiant peut-être au préalable dans son groupe si les gens ont déjà participé ou non à un partage dans la tradition du village, ce qui permettra d'affiner en fonction des personnes présentes. Et donc, je propose à Eric de nous présenter les salles dans lesquelles nous allons être partagés. Les amis, juste avant... Ah, Marianne, peut-être. Voilà, merci. On va vous quitter, on va retourner dans notre retraite monastique avec les frères et sœurs. C'était très chouette d'être avec vous pendant ce temps et on vous dit à la prochaine, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci à vous aussi d'être là. Et là, je vais laisser Chantal puis Eric nous parler des prochains rendez-vous. À vous. Cher Thaï, cher Sangha, donc on m'a demandé de vous présenter un rendez-vous que vous avez certainement reçu, la plupart d'entre vous. C'est celui d'une proposition, s'asseoir 21 jours avec la Terre. Donc les gardiens de la Terre vous proposent pendant 21 jours, tous les jours, de s'asseoir avec une méditation guidée, une méditation silencieuse alternée pendant 21 jours. Cela commencera dimanche prochain, le 28, et 3 semaines après, nous serons le 18 avril et nous finirons. Alors c'est un engagement, c'est pas un engagement avec le groupe, donc vous pouvez vraiment, c'est un engagement avec vous-même, hein, vous pouvez vraiment commencer, si c'est pas possible pour vous, arrêter, si c'est comme ceci, comme cela, vous pouvez les faire à tout moment de la journée, même si se retrouver le matin vers 7 heures par exemple, ça peut être bien, mais si c'est pas possible pour vous, il faut vous sentir libre. Et si vous avez raté 2 jours, vous pouvez continuer là où vous êtes, vous pouvez sauter, enfin bon, voilà. Vous pouvez cheminer comme c'est bon pour vous de cheminer dans cette proposition.
Le 18 avril, donc nous finirons et nous vous proposons de se retrouver comme ce soir. Donc c'est un dimanche, ça sera à mi-chemin entre aujourd'hui et le 16 mai qui sera la prochaine rencontre des Gardiens de la Terre. Et donc nous vous proposons de se retrouver de 17h à 19h. Donc pour les amis qui auront fait le programme hein, de s'asseoir 21 jours avec la Terre, de se retrouver pour un temps de partage. Donc nous aurons un temps de méditation et puis nous pourrons avoir un temps de partage sur notre pratique, sur le vécu de cette expérience, de l'exploration de ce temps. Et pour cela, nous avons, parce que nous sommes déjà très nombreux inscrits, donc nous avons besoin de facilitateurs comme nous venons de le faire là pour les partages. Donc, pour les amis qui connaissent la facilitation, qui facilitent déjà dans leur sangha et qui s'inscriront donc à ce cycle, disons avant le 10 avril, si vous pouvez nous soutenir à faciliter, nous voulons bien que vous nous envoyiez un mail. Dans le déroulé, vous verrez, vous pourrez vous poser des questions, des choses comme ça. Donc, vous pouvez dire facilitation, mettre votre adresse et dire bon voilà, je peux vous soutenir pour faciliter. Donc, le 18 avril, donc il faut être présent évidemment, de 17h à 19h. Voilà. Et puis, je voudrais en profiter pour arroser les graines de Marianne qui a fait un travail merveilleux pour présenter ce déroulé des 21 jours. Donc ces graines d'artiste et ces graines de technicienne, parce que bravo chapeau, vous verrez si vous inscrivez. Voilà. Et puis arroser les graines de Julie qui est à l'initiative de ce projet. Voilà, qui a mis en scène tout ça avec 4 autres gardiennes de la Terre. Donc, j'arrose les graines de ces 5 personnes qui vous proposent tout ça. Et je crois, elles m'ont pas dit de vous le dire, mais je crois que je vous demande leur indulgence, hein, parce que nous sommes en chemin tous ensemble sur la pratique. Donc, bon chemin pendant ces 21 jours. Ça démarrera dimanche prochain. Si Armel, j'ai oublié quelque chose par rapport à ça, complètement. Merci. Peut-être dire qu'on peut s'inscrire? Où on peut s'inscrire? Dès maintenant. Voilà, qu'on peut s'inscrire dès maintenant. Hein. Vous avez le lien avec les Gardiens de la Terre. Je viens de copier-coller dans le chat tous les liens, que ce soit pour s'inscrire au défi, pour vous inscrire à la newsletter, pour l'atelier dont va vous parler Eric juste après, Facebook, la chaîne YouTube, le mail, enfin voilà, vous avez tout ça dans le chat conversé. Et si ce n'est pas facile pour vous d'avoir accès au chat, eh ben vous nous dites, vous recontactez l'un de nous après. Ou je laisse Eric pour le 3 avril, si tu veux nous faire quelques mots. Voilà. On voulait aussi vous parler d'une autre proposition. Voilà, donc pour le 3 avril, nous prévoyons, nous organisons une journée d'atelier autour de 2 pratiques, voilà, donc 2 ateliers, on va dire, la fresque du climat et le travail qui relie. Voilà. Donc on a pris plaisir à concevoir un atelier autour de ces 2 pratiques. Un atelier spécifique, voilà. On a essayé d'innover. L'intérêt de cet atelier est de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, voilà, et de développer sa compréhension pour pouvoir agir efficacement et ainsi contribuer à limiter le processus en cours. Donc nous vous proposons un atelier qui va durer de 9h à 17h le 3 avril, avec une coupure entre 12h30 et 14h. Alors, il est proposé par des pratiquants et des pratiquantes du village qui sont formés à la facilitation à la fois de la fresque du climat et du travail qui relie. Afin de nous organiser, on vous demande de vous inscrire obligatoirement en amont de l'événement. Voilà. Donc pour ce faire, vous pouvez nous envoyer un mail sur notre adresse des Gardiens de la Terre sur l'îlot. Je pense que peut-être Marianne, tu peux peut-être nous mettre, ou sinon je le mettrai juste après. Voilà, si vous choisissez de vous inscrire à l'atelier, nous vous demanderons juste d'être présent sur toute la journée. Voilà. On ne fait pas juste une demi-journée, en fait, on l'a vraiment conçu comme un tout. Voilà.
le nombre de places étant limité, nous comptons sur vous pour vous inscrire uniquement si vous êtes sûr de pouvoir participer en intégralité. Voilà. Voilà, on est en train de- il y a déjà pas mal de participants, mais il reste encore de la place, donc n'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse la main, Armel. Ton micro, Armel. Ça marche mieux comme ça? Donc, il ne nous reste plus qu'à donner le prochain rendez-vous que tu as déjà donné, mais le 16 mai Bonjour, pour les chers gardiens. amis. Petite Je ne seconde. vous entends pas, donc Marianne m'a fait signe que c'était à moi, donc j'y vais. Non, Marie-Ange. J'ai presque fini, Marie-Ange. Je donne la parole à Marie-Ange tout de suite. C'était juste pour rappeler que c'était le 16 mai, la prochaine réunion. Et donc, nous terminerons par une méditation qui nous sera offerte, je ne sais pas encore par qui. Voilà. Et puis, peut-être aurons-nous le temps de chanter. Voilà. Pour informer tout le monde que nous allons dépasser notre timing de 5-10 minutes. Et donc, Marie-Ange, si son son fonctionne, va guider la méditation pendant une petite dizaine de minutes. Et ensuite, on laissera Marc clôturer cette session de partage en chanson, si Marc est toujours là près de Chantal. Donc, Marie-Ange, ce coup-ci, si tu m'entends, c'est à toi. Je lui mets un message parce qu'elle n'avait pas de son. Alors, c'est à moi. Donc, installez-vous bien confortablement, le dos bien droit. Avec, retrouvez une bonne respiration. Et avant de commencer ce temps de méditation, je voulais vous lire, pour nourrir notre méditation de fin, un tout petit morceau de texte de taille qu'on trouve dans le livre La Terre est ma demeure, et qui rejoint l'enseignement de questions-réponses que nous a donné le frère Bienveillance. Ça s'appelle « À quoi sert-il de voir ?» Pendant la guerre du Vietnam, tant de nos villages furent bombardés. Il nous fallait prendre une décision. Mes frères et sœurs monastiques et moi-même. Devions-nous continuer à pratiquer dans nos monastères ou au contraire quitter les salles de méditation pour aller secourir ceux qui souffraient sous les bombes? Après une mûre réflexion, nous avons décidé de faire les deux à la fois. Aller aider les gens et le faire en pleine conscience afin d'offrir une aide spirituelle et concrète. Nous appelions ça le bouddhisme engagé. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Inspire, expire.
J'inspire. Je sens toute la sangha autour de moi. J'expire. Je me sens bien et rassurée. Toute la sangha autour de moi, bien et rassurée. Merci, merci à tous. Juste avant d'intervenir, j'ai juste une précision pour l'atelier du 3 avril. J'ai juste oublié de préciser que l'atelier sera offert au bénéfice du village des Pruniers et qu'une contribution sous forme de dons libres sera demandée à l'issue de la journée. Merci Marc de nous offrir un chant. Ça passe bien? Quand j'inspire, je retourne dans mon lit intérieur chez moi. Il y a de très beaux arbres dans mon lit à moi, des sources d'eau claire, des oiseaux tout joyeux, le soleil et l'air pur. Quand j'expire, je suis bien. Oh, comme j'aime revenir dans mon lit. Quand j'inspire, je retourne dans mon lit intérieur chez moi. Il y a de très beaux arbres
le soleil et les pluies. Quand j'expire, je suis bien. Oh, comme j'aime revenir dans mon lit. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les quatre océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les quatre océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. La porte de la compassion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en prendrais bien encore une autre. C'est mon côté avidité, manque. Oui, tu m'avais proposé des chants, puis j'ai perdu le papier, Maria, alors tu veux peut-être me rappeler. C'est pas d'importance. Je sais pas, je suis la vague. Ou la rivière coule. La vague, oui, c'est très bien. La vague, allez, la vague. La vague, je suis la vague. Je suis la vague, je suis l'océan, je suis le calme, suivant le courant. Je suis le vent, je suis l'espace, je suis la terre nourrissante. Et je suis libre quand mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, marchons ensemble, ici maintenant. Et je suis libre quand mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, marchons ensemble, ici maintenant. Je suis la vague, je suis l'océan, je suis le calme, suivant le courant. Je suis le vent, je suis l'espace, je suis la terre nourrissante. Et je suis libre quand mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, marchons ensemble, ici maintenant. Et je suis libre, comme mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères,
mes bien chères sœurs, marchons ensemble à ma maison. Attends.